Paul Morel. Toute la famille est à cette époque impliquée de près ou de loin dans le commerce colonial. Banque internationale pour l'Afrique occidentale, BAO, Union coloniale, Institut colonial, comptoir colonial en Afrique occidentale. Émile Morel, 1833-1920, est né à Gorée au Sénégal. Il est l'héritier d'une puissante société bordelaise d'armement des navires et des négoces en lien avec du Sénégal. Journu Aubert. La famille Journu possède 6 navires pour le commerce et la traite négrière et est l'une des plus grandes familles de marchands armateurs de Bordeaux. Ainsi, la société Journaux Frères organisera 5 expéditions de traite négrière entre 1787 et 1792. Rue Wüstenberg, négociant et homme politique conservateur, député de la Gironde de 1834 à 1846 et président du Conseil général de la Gironde. Jacques-Henri Wüstenberg, 1790-1865, est d'origine allemande par son père. Ce dernier s'était intégré au milieu du vin et du négoce bordelais par des mariages et des associations financières. Il participa directement à la traite négrière en finançant 6 expéditions en tant qu'actionnaire de la société Romberg et compagnie. Membre puis président de la Chambre de commerce, il contribua à développer le commerce négrier. Il est l'archétype du bourgeois bordelais de la première moitié du 19e siècle. Famille Serge. C'est la famille Serge qui est honorée à Bordeaux. Ainsi, l'arrêté portant dénomination date du 25 août 1864 englobe toute une série de rues nommées ou renommées. Avec cette justification, il importe de conserver dans la mémoire de ses enfants les noms de ceux qui l'ont honoré et qui appartiennent à son histoire. Pierre Balguéry Tutenberg. Le but de cette compagnie est d'étendre son activité commerciale centrée sur le vin à la spéculation sur les denrées coloniales et à l'armement des navires. Je viens de Mans, une ville de Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de choses sur la route. Il y avait une dame avec un bébé. Elle est morte devant moi. Je ne sais pas si le bébé vit encore. Sur la route, Dieu seul peut sauver l'homme. Les gens meurent devant toi comme des poussins. Je veux devenir footballeur. Après, je verrai. Si je ne réussis pas, je ferai autre chose. Je ferai un métier qui peut m'enlever de la souffrance et me donner un peu d'argent pour manger. Demain matin, je me réveille, je déjeune et après je viens au squat pour jouer au foot à la console. C'est mon travail. Je ne peux rien faire d'autre pour le moment. Depuis que j'ai quitté le pays, je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. C'est ma mère qui est là-bas. Elle vit seule. Je n'ai pas son contact. Ici, il y a beaucoup de soucis dans la tête. Mais quand je vais à l'école et que je joue au foot, c'est bon pour moi. J'ai 16 ans. Je suis née au Mali. Mon père a des moutons. Ma maman vendait des fruits. Mon père voulait me mettre à l'école, mais il n'avait pas les moyens. Un jour, on était assis. Il m'a dit de me préparer. J'allais faire un voyage. Il m'envoyait là où je pourrais aller à l'école. Il m'a confié à un ami. Il ne m'a rien dit d'autre. On a quitté le village. On a pris un bus pour aller à Tombouctou. On a passé plusieurs mois dans un foyer de passeurs au Maroc. Je m'y suis fait des amis. Une nuit, les passeurs nous ont emmenés au bateau. Mais l'ami de mon père n'est pas monté. Je lui ai dit « Je vais où comme ça ?» Il ne m'a rien dit. Et là-bas, quand tu ne montes pas à bord, ils te frappent. J'ai été blessée au cou. Je me suis couchée dans le bateau. J'avais peur. Je n'étais jamais montée dans un bateau. Je pensais que j'allais mourir. Un ami m'a tenue. C'est un bateau français qui nous a sauvés. Il nous a donnés aux Espagnols. En Espagne, on a passé 3 jours en prison. J'étais tout seul. Quand ils nous ont libérés, je suis allée dans un foyer et j'ai appelé mon père. Il m'a demandé où j'étais et où était son ami. J'ai répondu qu'il était resté au Maroc. En Espagne, je me suis fait 2 amis.
Ils m'ont dit qu'ils allaient en France. J'ai décidé de venir avec eux. C'était difficile pour moi de parler espagnol et je parlais déjà français. On est passé en France ensemble. L'un est resté à Toulouse, l'autre m'a dit de venir avec lui à Bordeaux, que c'était bien. Souvent, j'appelle mon père pour le saluer et lui dire ma situation. Je lui dis que ça va, mais ça va pas trop. Je pense à maman, je pense à mon père aussi. Je veux jouer au foot et apprendre à faire le carrelage. J'avais un ami qui faisait ça au Mali. Le foot, ce n'est pas facile à avoir, mais je voudrais. J'ai beaucoup à dire, mais je n'aime pas parler comme ça. Je veux savoir bien parler le français ou d'autres langues. Après, je parlerai de ma vie. Quelqu'un qui est pauvre, il doit pouvoir vivre bien avant d'être mort. On dit aux enfants d'aller en Europe, mais c'est toujours l'esclavage. Et si tu restes, on va te tirer dessus. Mais il n'y a pas de différence du ventre, pas de différence du sang. La peau seule est noire. Mais on ment pour sauver nos vies. Si je dis la vérité, tu ne m'acceptes pas. Si je mens, tu ne m'acceptes pas. Alors je fais quoi maintenant ? Qu'est-ce que je vais dire pour que tu m'acceptes ? Il y a de l'intelligence ici. Il y a de l'intelligence en Afrique. Il y a de l'intelligence partout dans le monde. Alors je découvrais pour la première fois les extraits, peut-être comme la majorité d'entre vous. Et je pense que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une profondeur historique entre des liens très anciens entre Bordeaux et l'Afrique, qui sont liés donc à l'histoire de la traite. Et en même temps, l'idée qu'il y a une présence africaine qui est très ancienne, beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit, à Bordeaux ou plus généralement en France et en Europe. Ce qui est aussi intéressant, c'est de constater aussi la dimension d'une présence qui est une présence en partie forcée, en partie désirée. Quand on fait le lien entre l'époque esclavagiste et l'époque actuelle, à travers en fait des miroirs qui sont représentés. Puisque si on en revient par exemple à la période plus actuelle, on a deux récits de jeunes qui disent qu'ils viennent dans l'espoir de devenir footballeurs ou dans l'espoir d'avoir accès à de l'éducation. Donc ça montre aussi comment on a une construction de l'Europe, de la France comme un Eldorado, qui est aussi lié à une histoire très particulière de la France, qui essaie de se présenter notamment comme un pays, le pays des droits de l'homme, ce qui joue beaucoup aussi dans une forme d'attractivité, avec un discours qui n'est pas forcément en lien avec la réalité. Donc c'est ça, je pense, qui est assez intéressant, les contradictions, les paradoxes que les jeunes, les réfugiés, les étrangers, les migrants apportent, et la manière dont ils nous amènent aussi peut-être à remettre en question, à remettre en cause ce que l'on croit pour acquis. Cette notion de droit de l'homme, de droit humain, à laquelle on doit intégrer justement la question des droits économiques, des droits sociaux, des droits civiques, qui sont principalement l'objet des luttes aujourd'hui en Afrique. Je pense que c'est très important, les notions de droits économiques qui sont liées à des mécanismes de prédation, qui font qu'à travers cette histoire, on voit qu'il y a une bourgeoisie, une économie bordelaise, rochelaise, nantaise, marseillaise, qui depuis des siècles prend des richesses en Afrique. Et en même temps, les habitants, les populations de ces territoires-là se trouvent spoliés ou n'ont pas accès aux ressources auxquelles ils devraient avoir légitimement accès. Et l'un des éléments qui caractérise, je dirais, cette inégalité, c'est par exemple le cas de l'éducation. Constater que l'éducation coûte parfois plus cher en Afrique qu'en Europe, ça mène à relativiser beaucoup de choses. À titre personnel, je suis né au Bénin. Je me rappelle qu'en 1994, il y a eu la dévaluation du franc CFA au Bénin en décembre, enfin janvier. Et du jour au lendemain, les effectifs dans la classe ont baissé de moitié parce que l'éducation a doublé de prix, à tel point qu'il était presque moins cher pour une partie des classes moyennes africaines d'envoyer leurs enfants étudier en France, où on a l'école gratuite, etc., que de les maintenir en Afrique. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui sont assez particuliers, puisque dans les témoignages, on a le récit de parents qui estiment que finalement l'avenir de leurs enfants se trouve à l'extérieur. Et donc on a la construction d'une extraversion de la réussite, de cette idée que la réussite passe nécessairement par l'exil, par le départ, et qui est, je dirais, un discours qui est vu ici comme étant le discours majoritaire, mais qui en réalité ne l'est pas. Tout simplement pourquoi ? Parce que la très grande majorité des migrations, des déplacements, se font à l'intérieur du continent africain.
et qu'il n'y a qu'une infime partie qui se fait à l'extérieur du continent africain. Parce que pour se déplacer, il faut des moyens, il faut des réseaux, il faut un capital économique. Et il a été démontré que globalement, ce sont les personnes qui ont un certain nombre de moyens qui migrent à l'international. Parce que la majorité des migrations en Afrique, elles se font vraiment à l'intérieur des régions et à l'intérieur du continent africain, avec deux zones un peu particulières qui n'ont pas été touchées de la même manière par cette histoire, qui sont la zone de l'Afrique australe, avec notamment l'Afrique du Sud, qui a un bassin économique, donc qui a un bassin d'attractivité pour beaucoup de monde, et la zone de l'Afrique du Nord, qui sert un peu de tampon entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Et donc on a vraiment, je pense, une géographie des migrations. Et donc lorsque l'un des intervenants parle par exemple du séjour au Maroc, on a des points de fixation sur ces routes migratoires qui font que aujourd'hui, en Afrique du Nord, il y a une présence subsaharienne qui est de plus en plus importante. Et cette présence subsaharienne en Afrique du Nord, elle participe par exemple au regain de racisme que l'on peut trouver en Afrique du Nord et que l'on trouve ensuite en Europe. On a aussi un autre élément qui est lié, je dirais, au fait que dans ce passage, dans ces déplacements, on a des éléments, on va dire, de pression, du fait qu'on demande principalement aux pays d'Afrique du Nord de gérer pour l'Europe cette barrière sécuritaire et migratoire. Et ça va jouer, par exemple, dans le fonctionnement des États africains, puisque pendant un certain temps, on a constaté en Europe qu'il arrivait beaucoup de jeunes d'origine guinéenne, et on a constaté que tous ces jeunes-là passaient notamment par le Maroc. Et donc l'Union européenne va imposer au Maroc d'imposer des visas à la jeunesse guinéenne qui venait légalement au Maroc et qui du Maroc gagnait ensuite l'Europe, pour rendre plus difficile à cette jeunesse-là l'accès en fait à la dernière étape du trajet vers l'Europe. Donc en fait on voit vraiment dans ces courts extraits un certain nombre de petites capsules qui renvoient en fait à ces problématiques globales et qui soulèvent aussi un certain nombre de paradoxes qui me semblent importants. Un autre élément, c'est qu'on voit bien qu'il y a aussi toute une demande de la jeunesse africaine en termes de réussite, en termes de perspective, en termes de potentiel, et que ces espoirs, à mon sens, ils doivent vraiment faire l'objet de politiques pensées par les États africains, qui bien souvent se déchargent de leurs responsabilités, mais également par les pays européens, puisqu'on a des personnes qui sont là, donc il faut bien savoir ce que l'on en fait aujourd'hui. Et donc ça renvoie également à tous les processus et les débats actuels sur notamment les procédures de réadmission, donc les procédures de renvoi de ces personnes, les procédures dites de développement ou politiques de co-développement qui n'ont pas fonctionné, et enfin aux enjeux de coopération qui ont été posés au moment des indépendances et qui n'ont jamais réellement fonctionné. Parce que la politique de coopération mise en place au moment des indépendances n'a été en fait qu'une continuité des rapports asymétriques entre les pays dont sont originaires ces personnes, ces jeunes, donc les pays africains, et principalement les intérêts français qui restent très majoritairement des intérêts économiques. Et donc je pense que c'est un peu ça qui est présent dans les capsules, si je devais faire vraiment un regard un peu panoramique des interventions. Voilà. Je ne sais pas si on fait question-réponse. Alors, si vous avez des réactions, vous pouvez réagir, hein, bien évidemment. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez réagir. Si je reviens maintenant peut-être sur la coopération, peut-être la définir un peu plus. En fait, ce qui s'est passé
Et c'est un élément qui est très important parce que du coup, les États africains, les anciennes colonies, n'ont pas les leviers, n'ont pas les coups des franches pour financer leur propre développement. Et n'ont pas les coups des franches pour financer leur industrialisation. Et donc pour créer des emplois. Et donc on se retrouve dans une relation entre la France et ses anciennes colonies où les anciennes colonies, du fait d'indépendance ou de souveraineté amputée, n'ont pas directement eux-mêmes les moyens ou les outils pour créer les conditions qui permettent à leur jeunesse de se réaliser sur place. Et donc on se maintient du point de vue des pays africains dans des situations de pays qui pourvoient des matières premières, lesquelles sont transformées ici, et c'est là où les matières premières sont transformées que se crée de l'emploi, et dans le même temps, cette jeunesse africaine voit ses richesses partir ici, et d'une certaine manière, les stratégies de migration font partie quelque part des diversifications de ressources. C'est-à-dire qu'on quitte son pays parce que localement, des opportunités économiques sont largement insuffisantes par rapport aux attentes, par rapport à la démographie et par rapport, je dirais, aux enjeux locaux. Et donc on quitte son territoire pour aller à l'extérieur, et de l'extérieur, on diversifie ses ressources à travers donc, les emplois ici, les petits emplois, les travails clandestins, etc., qui créent en fait une économie des remises qui font qu'aujourd'hui, une grande partie du financement des pays africains dépend des jeunes et des travailleurs qui sont ici. Et donc du coup, on crée un cercle qui est en partie vicieux et qui est en même temps vertueux parce que la particularité des pays dits développés, c'est qu'ils ont généralement un solde, une présence d'immigrés qui est plus importante que celle d'émigrés. Et lorsque un pays se développe, il modifie en fait sa politique migratoire. Et ça aussi, c'est un des éléments qui est actuellement en jeu à travers l'émergence de ce qu'on appelle en Afrique les classes moyennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'Africains comprennent que c'est en Afrique que se jouent les prochaines perspectives économiques pour le XXIe siècle. Et du point de vue de la diaspora, on a des classes moyennes ici qui réfléchissent de plus en plus à réinvestir en Afrique ou à rentrer en Afrique parce qu'il y a de nouvelles perspectives qui apparaissent. Et donc c'est ça aussi qui joue un peu dans les débats autour justement du rôle des diasporas africaines dans la réévaluation des relations économiques et politiques entre la France et l'Afrique. Donc la question des remises, c'est vraiment un marché qui est très important. Il y a un organisme qui s'appelle le Forim, qui est ici en France, qui gère notamment ces questions-là, et ce sont vraiment des montants très importants et beaucoup plus importants par exemple que l'aide publique au développement. Et donc ça aussi, ça permet, je dirais, de casser un certain nombre de mythes sur l'idée que finalement le contribuable français financerait les économies africaines. En réalité, ce sont les migrants, les travailleurs, les étrangers africains qui d'ici, à travers les renvois de fonds, financent largement les économies locales. Et ça aussi, je pense que c'est un élément qui est très important parce qu'il explique l'importance finalement de la présence de ces populations ici en termes de perspectives de développement pour les territoires africains. Et ça, c'est une histoire qui date déjà depuis l'époque des indépendances. Jusqu'aux années 73-74, lorsqu'il y avait ces logiques de regroupement familial et de recours à l'immigration de travail, on était dans ce rapport-là. Et puis après, dans la période des années 80-90, au moment où les politiques vont se durcir, on va, je dirais, contrebalancer les méthodes utilisées entre, je dirais, trois approches. Une approche de restriction, où on essaie vraiment de fermer les circuits migratoires. Une approche de répression, qui est celle que l'on voit à l'échelle européenne avec notamment Frontex, qui va notamment se positionner au niveau même des pays de transit ou des pays de départ. Et troisièmement, une approche beaucoup plus souple et en même temps particulièrement perverse, qui est une approche de conditionnalité. C'est-à-dire qu'on va conditionner les politiques de développement ou les investissements ou les financements vis-à-vis des pays africains à la manière dont ils s'occupent précisément de leur population, notamment du point de vue migratoire. Et donc on va inciter davantage les pays africains à avoir des politiques répressives vis-à-vis de ces populations migrantes.
Et donc on est vraiment dans différents niveaux d'approche qui sont gérés différemment par les pays africains en fonction également de leurs intérêts. Ici, tu parlais de la Guinée. Tu voulais prendre après des exemples éventuellement de pays. Il y a beaucoup de Guinéens, si je ne me trompe. Alors, bien sûr, il y a aussi d'autres nationalités, mais au Kabako, vous étiez beaucoup de Guinéens, me semble-t-il. Oui. Guinéens en majorité. Sénégal aussi. Alors, Guinée, Sénégal. D'accord. Il y a Mali. Mali, d'accord. En fait, on est sur ce qui correspond à l'ancienne Afrique occidentale française. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, l'un des enjeux aussi, Guinée, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, il y a un des enjeux anciens qui est lié, je dirais, aux questions agricoles. L'un des éléments qui permettait à nos pays et à nos populations de se développer sur place, c'était notamment la question de la disponibilité des terres et la question du foncier. Et que ce soit en Guinée, au Sénégal ou surtout en Côte d'Ivoire, on a énormément de problèmes qui sont liés au foncier. Par exemple, une grande partie de la guerre qui avait eu lieu en Côte d'Ivoire, qui est souvent vue uniquement sous l'angle de l'ivoirité, donc des questions ethniques, tribalistes, était aussi liée en fait à la question de la terre. Au fait qu'on était dans un pays qui est multiethnique, la Côte d'Ivoire, où des travailleurs des pays voisins étaient venus s'installer, avaient dans certains cas acquis la nationalité et avaient travaillé la terre dans un rapport à la terre qui était que finalement la terre appartient à ceux qui la travaillent. Et au moment des différentes crises, c'est toujours des crises économiques qui déclenchent souvent des problèmes identitaires et xénophobes. Eh bien, on a indexé des populations originaires du nord de la Côte d'Ivoire, notamment ceux qu'on appelle les Djoula, qui sont faits un groupe transnational, et on les a un peu pris comme bouc émissaire. Et donc une grande partie, je dirais, de la jeunesse ivoirienne qui a été pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire soit rejoindre des groupes rebelles, soit fuir et prendre les chemins de l'exil, appartient justement à ces groupes sociaux-là. Dans le cas de la Guinée, c'est aussi un pays qui est très intéressant parce que c'est un pays qui a pris son indépendance en 1958 avec Sékou Touré qui avait eu cette formule vis-à-vis du général de Gaulle en disant nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Ce qui est le contraire de ce que la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny avait choisi. La Côte d'Ivoire est un pays riche, est un pays qui a beaucoup de ressources et la Guinée est également un pays très riche avec énormément de ressources. La bauxite, le fer, l'aluminium. On dit aussi que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a les cours du Fouta Djallon qui en fait alimentent toute la région. Et donc la Guinée est un pays qui a un énorme potentiel hydroélectrique et agricole à travers les différentes régions, Guinée forestière, etc. Sauf que ce qui va se passer, c'est que d'une part le régime politique sous Sékou Touré va se durcir et donc il y aura une première génération d'exilés qui seront souvent des opposants politiques du fait justement de l'instrumentalisation de l'ethnie. Donc il y a une présence guinéenne, une diaspora guinéenne qui est déjà très ancienne. Et à partir des années 80-90, sous Lansana Conté qui va succéder à Sékou Touré, la répression va se poursuivre. Et donc on a une diaspora guinéenne qui depuis 60 ans est fortement politisée. Elle est fortement politisée du fait de l'histoire de la Guinée. Et elle est fortement politisée du fait que même en Guinée, il y a un certain nombre d'organisations qui ont mené le combat pour aboutir en fait à le passage à une transition démocratique. Alors cette transition, elle intervient en fait en 2010. En 2010, il y a des élections en Guinée et c'est un monsieur qui était historiquement un opposant, qui est un militant ici à Paris, qui s'appelle Alpha Condé, qui va être élu chef de l'État. Et à ce moment-là, ça suscite un très grand espoir pour la jeunesse guinéenne, parce qu'on a le sentiment que c'est enfin quelqu'un qui va tenir compte des aspirations de la jeunesse et qui va d'une certaine manière remettre aux jeunes les richesses du pays, donner à la jeunesse guinéenne un certain nombre de potentialités. Alors il faut savoir que la jeunesse guinéenne exilée, elle est présente partout. Elle est en France, elle est aux États-Unis, elle est en Belgique,
je pense que la diaspora guinéenne de Belgique est la diaspora africaine la plus structurée, la plus importante et la plus riche économiquement parlant. Et elle est en même temps, cette diaspora guinéenne, très formée. Et ce qui va se passer malheureusement, c'est que Alpha Condé, élu en 2010, réélu en 2015 avec chaque fois des élections très contestées, va s'engager dans ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire que pour faire simple, hein, c'est un très grand ami de Vincent Bolloré. Voilà. Donc pour faire simple, je pense que quand on dit ce nom, ça résume tout. Et donc une grande partie des ressources de la Guinée, le port, etc., tout ça, vont être négociées et traitées et bradées auprès de Vincent Bolloré et d'un certain nombre d'hommes d'affaires qui vont mener en Guinée ce qu'ils pratiquent déjà au Cameroun, comme ça a été montré dans un documentaire, c'est-à-dire une forme d'esclavage vis-à-vis du traitement de la population locale et de leurs salariés. Et donc cette jeunesse guinéenne va constater que l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé, le passage à ce qu'on appelle la démocratie, n'a pas du tout apporté le développement. Et les choses vont encore plus s'envenimer quand en 2020, donc l'année dernière, Alpha Condé, qui ne devait faire que 2 mandats, va faire un coup de force pour faire ce qu'on appelle un 3e mandat. Et donc actuellement en Afrique, il y a tout un virus de ce qu'on appelle les 3e mandats, c'est-à-dire un certain nombre de dirigeants qui, du point de vue de leur constitution, ne devraient faire que 2 mandats, mais qui bien souvent sont liés à la France et qui trouvent le moyen de trafiquer, de violer leur constitution pour faire un 3e mandat et se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir sans jamais tenir compte des aspirations de la jeunesse. Et donc la Guinée et la Côte d'Ivoire, avec les actuels présidents, sont un peu dans cette situation, avec à chaque fois des nuances qui sont liées aux spécificités historiques de l'histoire de ces 2 pays. Et donc du coup, les jeunesses ivoiriennes, les jeunesses guinéennes, du coup, sont dans certains cas amenées effectivement à trouver des voies de sortie à l'extérieur du territoire, avec dans certains cas des dimensions ethniques qui les empêchent de pouvoir se réaliser localement. Et également, donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, des régimes politiques qui n'apprécient pas ou qui répriment tout simplement toute forme de contestation de la jeunesse. Alors, la Guinée, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui sont historiquement très importants dans le précaré français, mais il y a un 3e pays qui est encore plus important, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui a une tradition francophile très ancienne, du fait des 4 communes du Sénégal qui sont françaises avant Nice et la Savoie, depuis le XVIIe siècle, et du fait qu'un certain nombre de maisons de négociants bordelais, rochelais et nantais et marseillais sont en lien avec Dakar depuis le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, à travers ce qu'on appelle la Compagnie du Sénégal. Donc un certain nombre de richesses, de fortunes, de dynasties bordelaises sont en lien avec Dakar. Parce que Dakar était vraiment la capitale de la région de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est par là que passaient un certain nombre de réseaux. Par exemple, mon pays, le Bénin, qui était l'ancien Dahomey, a produit une élite sociale et intellectuelle qui s'est formée à Bordeaux en passant par Dakar. Puisque ensuite, au tournant dans la première moitié du XXe siècle, l'université de Bordeaux va être en fait la continuité des embryons universitaires qu'il y avait à Dakar. C'est-à-dire qu'on venait faire le premier cycle en gros à Dakar, et la finalité, c'était ensuite d'aller à Bordeaux. Et donc on a aussi tout un découpage qui fait que, du point de vue également des opportunités éducatives, scolaires et universitaires, Bordeaux, mais également un petit peu Montpellier, sont très en lien avec cette histoire-là. Donc dans le cas du Sénégal, on a une indépendance qui intervient également en 1960 avec Léopold Sédar Senghor, qui est un président très francophile, très lié à la France, qui va pareil mettre en place toute une politique économique qui est peu propice finalement à donner des opportunités à la jeunesse locale. En 80, il cède le pouvoir à Abdou Diouf, qui lui va faire entrer un autre élément très important dans ce paysage, qui est ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. C'est-à-dire qu'au tournant des années 80, on va estimer que les économies africaines, notamment de tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont des économies agricoles, ne sont absolument pas compétitives. Et qu'il faut donc mener un certain nombre de mesures
pour réduire le train de vie de l'État. Et durant toutes les années 80 et 90, les programmes d'ajustement structurel vont viser particulièrement l'éducation, la santé, la culture, donc tout ce qui permettait finalement à la jeunesse et aux populations d'avoir des soupapes de survie. Et donc le Sénégal sera l'un des premiers pays à expérimenter ce type de politique-là. En 2000, Abdou Diouf cède le pouvoir à Abdoulaye Wade, qui est lui aussi un peu comme Alpha Condé, un dirigeant politique qui a beaucoup milité dans la jeunesse africaine en France et qui, pour la jeunesse sénégalaise, représente aussi, là encore, un espoir de changement. Là, les jeunes Sénégalais se disent, enfin, nous avons un président qui comprend ce que c'est que d'être jeune, qui comprend ce que c'est que d'avoir des rêves et d'avoir des espoirs. Alors, Abdoulaye Wade va lui aussi, malheureusement, entrer dans un certain nombre de pratiques qu'on appelle du clientélisme et du népotisme. C'est-à-dire qu'il va privilégier, comme beaucoup de dirigeants africains, son petit cercle autour de lui et fermer un certain nombre de portes à la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise. En 2012, la jeunesse qui s'était mobilisée pour le faire élire en 2000, et les moins jeunes, vont se mobiliser pour le faire partir. Et c'est dans ce contexte-là notamment que apparaissent des mouvements citoyens dont vous avez peut-être entendu parler, dont l'un s'appelle notamment Y'en a marre. Au Burkina Faso, ce sera le ballet citoyen. Au Congo, ce sera la lucha, la lutte pour le changement, et Filimbi, le sifflet pour signer la fin de la bataille. Et donc on voit à partir des années 2010 toute une jeunesse ouest-africaine qui décide de prendre son destin en main, qui estime que 50 ans d'indépendance sans développement, ça suffit, et qui commence à investir le terrain politique. Et donc dans le cas du Sénégal, il y aura une forte mobilisation pour que Abdoulaye Wade ne puisse faire un troisième mandat qu'il voulait effectuer sous la forme d'un ticket présidentiel avec son fils qui s'appelle Karim Wade, avec l'idée d'ensuite de céder le pouvoir à son fils. Parce que l'une des autres problématiques que nous avons dans les pays francophones en Afrique, c'est que généralement les chefs d'État cèdent le pouvoir à leur fils. Là, on l'a vu récemment avec Idriss Déby, où Macron est parti valider la passation de pouvoir à l'un des fils d'Idriss Déby, sans tenir compte de la Constitution et sans tenir compte du fait qu'au Tchad, il y a une jeunesse qui est compétente, qui est formée et qui est en capacité de gérer elle-même ses propres affaires. Donc on a le même cas au niveau du Togo avec Gnassingbé Eyadema et Faure Eyadema, donc l'actuel président qui est le fils du premier. On a le même cas au Gabon avec Ali Bongo qui est le fils d'Omar Bongo, avec à chaque fois des simulacres d'élections qui ont été trafiqués et sur lesquels la jeunesse s'était mobilisée, notamment à travers les applications sur les réseaux sociaux, pour démontrer que ce sont des résultats frauduleux. Donc à chaque fois, ces dirigeants-là sont immédiatement validés par l'Élysée. Et donc du coup, cette jeunesse ouest-africaine comprend logiquement que la France soutient d'une certaine manière l'impossibilité pour elle de s'exprimer à travers le vote démocratique et à travers des représentants librement élus qui défendent les intérêts des populations africaines. Donc en 2012, Abdoulaye Wade est battu par Macky Sall, qui est l'actuel président du Sénégal et qui en fait n'a pas du tout infléchi les problématiques actuelles du Sénégal. Et parmi ces problématiques au Sénégal, il y a le fait que le Sénégal a vendu une grande partie de ses droits de pêche. C'est-à-dire que ce sont des grands chalutiers japonais, européens, chinois, etc., qui viennent avec leurs très grands filets prendre le poisson au large des côtes sénégalaises. Or, une grande partie de la jeunesse dakaroise ou sénégalaise vivait de la pêche. Et donc, on coupe à cette jeunesse les moyens de sa survie, mais on leur laisse quelque part les instruments de leur départ, c'est-à-dire les bateaux. Et donc, on accuse ces dirigeants quelque part de creuser le lit de la situation de l'exil en menant des politiques qui sont totalement contradictoires. C'est le cas également au niveau du Niger, avec les enjeux qui sont liés à l'uranium, et c'est aussi le cas d'une certaine manière aussi au niveau du Mali, à travers également un certain nombre de politiques qui ne vont pas du tout dans le sens, je dirais, de favoriser l'émancipation des populations. Donc dans tous ces pays d'où la jeunesse qui est ici et qui est prise en charge viennent, il y a ce type de problématique qui renvoie encore une fois à des relations asymétriques entre l'Europe et l'Afrique, et des relations plus particulières entre la France et ses anciennes colonies, et troisièmement aussi des relations
parfois problématique entre les pays africains eux-mêmes. Puisque l'un des enjeux sur lesquels on se bat aujourd'hui en Afrique, c'est la question de la libre circulation à l'intérieur du continent africain, avec l'idée qu'il y a suffisamment d'espace en Afrique pour créer du potentiel. Encore faut-il que les pays africains soient eux-mêmes suffisamment, conscients de la nécessité de penser cette liberté de circulation. Et donc la question vraiment du rôle, du poids que la jeunesse joue à ce niveau-là est très important parce qu'on essaye vraiment de la fédérer et de faire en sorte qu'elle soit dans le contexte de l'exil ou qu'elle soit restée sur place, elle puisse disposer de tous les outils pour se réaliser, mais également qu'elle puisse également disposer des éléments de lecture pour comprendre les situations politiques à la fois en Afrique, mais également ici, puisque bien évidemment on n'en a pas parlé, mais la question migratoire est un fort enjeu politique et susceptible au niveau de la politique française, quelque chose qui est totalement instrumentalisé. Et donc mieux on a des éléments pour en comprendre les tenants et les aboutissants, mieux je dirais on est en capacité aussi d'apporter des solutions politiques qui ne sont pas forcément des solutions au plus haut niveau, mais qui sont aussi des solutions citoyennes au niveau des quartiers, au niveau des municipalités, au niveau des réseaux associatifs, au niveau des collectifs. Et c'est un peu dans ça en fait que j'insuffle justement la réflexion sur le panafricanisme, qui est globalement l'idéologie qui anime, qui fédère, qui motive et qui mobilise une grande partie de cette jeunesse. C'est-à-dire l'idée qu'il faut penser l'unité de moyens, l'unité d'action, il faut penser également la solidarité et in fine il faut penser les enjeux de souveraineté. Donc c'est un peu ces éléments-là, je pense, qui peuvent être apportés peut-être pour relier un peu déjà les différents points d'où cette jeunesse qui est ici vient. Ici, symboliquement, on a voulu que ce débat ouvre le festival et ait lieu le 14 juillet, jour de la fête nationale, pour rappeler les valeurs de notre beau pays, des valeurs de partage, de solidarité, d'humanité. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de défendre dans les 4 semaines qui ouvrent ce soir ce festival. Désolé pour cette transition un petit peu délicate. Comme l'a dit Isa, la discussion peut se terminer ou se continuer autour d'un verre à la buvette. Vous êtes chez vous, c'est la salle des fêtes du Grand Parc, mais c'est la salle des fêtes des Bordelais, des hommes et des femmes de ce monde. Bon festival, merci à tous et à toutes d'être là. Bravo.